Hello les gars, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce ne sera pas une visite de salle de cinéma, on se retrouve dans le studio. Ouais, je me prends pour un youtubeur. On va plonger dans mon top 10 des films de 2023 qui sont sortis au cinéma. Et croyez-moi, cette année a été très riche en contenu cinématographique. Tout ça se fera bien évidemment sans spoilers, l'objectif étant de vous donner envie de voir les films que vous n'avez pas vus dans ce top. Je vous donnerai également pour chaque film une petite anecdote, que ce soit sur le tournage ou sur la production, pour rendre ça un petit peu plus interactif et intéressant. Alors si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à poser un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos films préférés de cette année 2023. J'aimerais, avant qu'on commence, faire une mention spéciale à différents films que je n'ai pas pu mettre dans le classement malheureusement, mais qui m'ont beaucoup plu. Je pense notamment à Je verrai toujours vos visages, que j'ai trouvé extrêmement touchant, The Whale avec Brendan Fraser, qui était plus qu'excellent, Anatomie d'une chute, avec en particulier la scène dans la cour de justice, qui m'a laissé bouche bée. Et enfin John Wick 4 pour ses scènes d'action plus qu'explosives et aussi de par le fait qu'une partie de l'histoire se déroule à Paris, donc j'ai trouvé ça encore plus cool. Allez, sans plus attendre, commençons avec la 10e place. À la 10e place du coup, j'ai voulu mettre Barbie de Greta Gerwig. Faut savoir que le projet du film Barbie a commencé dès 2009, donc ça remonte vraiment loin. Il a changé de différents studios, il est passé entre différentes mains, différentes actrices ont été pressenties pour le rôle principal. On a eu Amy Schumer, on a eu Anne Hathaway, c'est finalement Margot Robbie qui a eu le rôle principal, et elle a d'être ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est que Barbie traite avec légèreté de sujets d'actualité, tout en y ajoutant une touche de nostalgie, ce qui rend l'expérience divertissante, drôle et intéressante. Le côté autodérisoire du film, toujours joyeux, vendu par Barbie depuis toutes ces années, est très bien retranscrit, et Ken, joué par Ryan Gosling, assure à la perfection son rôle de mec parfait, simplet. Margot Robbie offre également une prestation à la hauteur, avec une plastique et un jeu d'acteur plus que parfait pour ses rôles, et le reste du casting est tout autant bon, et on est d'ailleurs parfois surpris de quelques petites apparitions surprises qui font plaisir. En plus, lors de ce film, j'étais bien accompagné, on a bien rigolé, donc il rentre dans le top 10. Pour l'anecdote, il faut savoir que Margot Robbie est coproductrice du film, en plus d'être actrice principale, et elle a souhaité instaurer une journée hebdomadaire rose pendant le tournage, où l'équipe du coup devait s'habiller tout en rose le temps d'une journée. Et en plus, si vous ne respectez pas la règle, il y avait des amendes, et les amendes pour non-participation étaient reversées à une association caritative, donc je trouve le concept juste génial. L'initiative a été extrêmement bien accueillie par les hommes, qui ont trouvé ça juste très amusant et bienveillant. Et en plus, dans le film Barbie, on a une actrice française qui joue, puisqu'on a Emma Mackey, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Margot Robbie, et ils ont joué dessus d'ailleurs dans le film, donc j'ai trouvé ça très cool. Et d'ailleurs, qui a dit que les Français ne savaient pas réaliser de films de genre? À la 9e place, on retrouve Le règne animal de Thomas Caillet, un film français. Le règne animal suit la relation entre un jeune homme de 16 ans et son père, à un moment où, un peu partout dans le monde, la part animale de l'humain se réveille, comme un gène endormi, troublant la frontière invisible entre l'humanité et la nature. Personnellement, la photographie tenue par le réalisateur est superbe, et la musique est vraiment excellente. Le design sonore aussi, donc le mélange de voix humaines et animales, fonctionnait vraiment à merveille. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait certains passages qui étaient sublimes, donc là je vais pas vous spoiler, mais je vous conseille vraiment de le voir dès que possible. Le jeu des acteurs, principaux comme secondaires, est vibrant de réalisme, et le sujet du film surtout est extrêmement poignant. Donc on a un très beau film, sensible, émouvant, surprenant, une bande son magnifique, et surtout des effets spéciaux très réussis, notamment le comportement du monde animal et le choc qu'il provoque dans celui des humains, et j'avoue, j'ai versé la petite larme à la fin. C'est ça aussi le cinéma. Pour l'anecdote, j'aimerais parler d'une chose fascinante à propos de ce film, c'est la manière dont ils ont créé ces créatures. On a donc une hybridation des technologies entre images de synthèse et maquillage réel. C'était quelque chose de capital pour Thomas Caillet de réussir à combiner justement ces deux techniques, puisque pour lui cela permet de perdre l'œil du spectateur. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai travaillé dans le studio qui s'est occupé des effets visuels, et je vais vous partager une petite photo de tournage, donc pour ceux qui ont vu le film, vous allez reconnaître immédiatement. Mais voilà, je voulais vous montrer ça pour témoigner de la précision des artistes qui travaillent sur ce genre de film, et la photo fait un petit peu peur peut-être. Continuons maintenant dans le thème de la science-fiction, mais dans un style bien différent. À la 8e place, j'ai mis le film de Gareth Edwards, The Creator. Pour vous résumer le film rapidement, alors qu'une future guerre entre la race humaine et l'intelligence artificielle fait rage, l'ancien agent des forces spéciales Joshua est recruté pour traquer et tuer le créateur, qui est en fait un petit peu le roi des IA avancés. Et donc le créateur a développé une arme mystérieuse qui a le pouvoir de mettre fin à la guerre et à l'humanité entière.
Donc on a un film vraiment de science-fiction, hein, si vous aimez pas le genre. Ça peut être compliqué, mais si vous souhaitez découvrir un petit peu la science-fiction, je pense que ça peut vous plaire. Malgré quelques défauts d'écriture évidents qui donnent en fait un sentiment de déjà-vu sur la structure du récit et ses thématiques, le film m'a vraiment captivé grâce à sa direction artistique et son ambition. C'est un spectacle qui est à la fois contemplatif et divertissant, d'une ampleur dantesque, d'une beauté esthétique indiscutable. Donc on a là une œuvre de SF généreuse, de par son univers, de par ses références, mais aussi à la créativité des différents designs technologiques qui sont montrés à l'écran. On a une très belle photographie et de très beaux effets spéciaux qui aident fortement à l'immersion dans le film. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on a Hans Zimmer à la BO, mais la musique ne m'a pas réellement transporté plus que ça. Pour l'anecdote, quelle est la différence entre ce film et The Creator? L'un a coûté plus de 200 millions de dollars, tandis que l'autre a coûté seulement 80 millions. Et en plus de ça, le film a été tourné avec cette caméra, qui est la Sony FX3, qui est une caméra qui coûte environ 4000 $, alors que normalement, les films hollywoodiens tournent avec des caméras qui coûtent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc je trouve ça assez fou d'arriver à une telle qualité avec des objets si peu chers, entre parenthèses, par rapport à ce qui se fait d'habitude. Les grosses productions hollywoodiennes devraient en prendre de la graine. En tout cas, on peut noter que l'IA est un sujet chouchou à Hollywood. Puisqu'à la 7ème place, j'ai mis le dernier Mission Impossible 7 Dead Reckoning, partie 1, signé par Christopher McQuarrie. Ethan Hunt et l'équipe du FMI doivent traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l'humanité si elle tombe entre de mauvaises mains. En même temps, ce ne serait pas un Mission Impossible si l'humanité n'était pas en danger. Voilà. Personnellement, cette partie 1 se distingue comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur de la saga, alliant un scénario raffiné, un casting impeccable et des performances d'acteurs géniales. Les sites de tournage sont à la fois insolites et splendides. J'ai trouvé que les 2h43 du film sont passées super vite. J'étais captivé de bout en bout et le film traite de l'intelligence artificielle comme une menace réelle et insidieuse, reflétant nos inquiétudes actuelles face à la dépendance croissante de cette technologie. Puis il y a des scènes, notamment la cascade de Tom Cruise, 61 ans, qui saute d'une montagne à motocross. J'adore. J'ai pas d'autres mots. C'est fantastique. Merci Tom Cruise de nous faire vivre ce genre d'émotion, parce qu'on voit ça nulle part ailleurs. C'est saisissant. Cette partie 1 établit une nouvelle référence pour les films d'espionnage, d'aventure, d'action, laissant le public avec une grande anticipation pour la suite. Donc franchement, j'ai hâte. En plus, je suis allé voir avec mon meilleur pote, on a adoré, donc c'était parfait. Pour la petite anecdote, Tom Cruise aime qu'on respecte les règles et qu'on le respecte lui. Et en décembre 2020, il a poussé un violent coup de gueule contre les membres de l'équipe du tournage qui avaient transgressé les règles liées à la Covid-19 à l'ancienne. Personnellement, je vous mettrai la vidéo, hein. J'aurais pas aimé être à la place de ceux qui se sont fait engueuler parce que c'était violent. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again, ever. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. And anyone on this crew does it. That's it. And you too. And you too. And you. Don't you ever do it again. À la 6ème place, on retrouve Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn. Est-ce que j'ai besoin de le résumer? Non, il faut juste savoir que cette histoire se concentre vraiment sur le passé de Rocket et que c'est extrêmement touchant. C'est beaucoup trop touchant. J'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré. On a un véritable ascenseur émotionnel. On ne s'ennuie pas un seul instant, vraiment. Ce 3e volet conclut avec brio cette trilogie qui est de loin ma préférée du MCU. Comme on va parler pas mal du passé de Rocket, on a des scènes de maltraitance animale qui sont quand même assez difficiles à voir pour certains. Moi je trouve ça formidable que James Gunn les ait mises puisque cela permet vraiment de faire passer un message, même si j'ai pas pu contenir mes larmes. C'était beaucoup trop touchant et triste. Je rigole, mais je rigolais pas devant le film. À certains moments, si, parce que c'est quand même les Gardiens de la Galaxie. Mais en tout cas, cette team des gardiens soudés par l'amour et l'amitié reste un bonheur à voir. Et le plaisir sur ce film prend le dessus, mais puissance 1000. Je suis allé le voir une première fois solo, j'ai pleuré. Je suis allé le voir une deuxième fois bien accompagné, elle a pleuré, j'ai pleuré, tout le monde a pleuré. Bon, en tout cas, pour l'anecdote, je voulais parler de la construction de Nowhere, qui est donc le lieu où vivent les Gardiens de la Galaxie. Et il faut savoir que sur le plateau, la construction de cette ville, entre parenthèses, a demandé plus de 6 mois. Donc ils ont édifié cette ville qui fait près de 3700 mètres carrés avec 20 bâtiments distincts, intérieurs et extérieurs. La puissance des studios américains pour construire ce genre de décor, je trouve ça dingue. Maintenant, on va passer au top 5. C'est donc la crème de la crème. C'est parti. En
En 5e place, on a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Au début du XXe siècle, le peuple des Osages trouve du pétrole sur son territoire, ce qui va lui apporter la fortune, puisque du jour au lendemain, il devient l'un des peuples les plus riches au monde. Mais la richesse de ces Amérindiens attire la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant que possible en ayant parfois recours à des meurtres. Et lorsque je regarde un film aussi captivant que Killers of the Flower Moon, je regarde jamais l'heure et même à la fin j'en voulais plus. Le film dure quand même 3h30, donc c'est assez conséquent, mais je n'ai pas vu le temps passer. C'est aussi dû au fait que Martin Scorsese était monteur à la base, donc il sait parfaitement rythmer ses films. Mais DiCaprio avec son accent campagnard, Lily Gladstone exprimant une gamme d'émotions d'une intensité stupéfiante, offre des performances qui sont vraiment dignes d'un Oscar. De Niro aussi était formidable. En tout cas, l'immersion est totale grâce à des décors et un design de production méticuleux. On est directement transporté dans les campagnes américaines des années 1920 avec une authenticité remarquable. Le scénario est extrêmement bien ficelé, mélangeant habilement révélation de meurtre et problématiques personnelles, maintenant l'intérêt sans faiblir. Donc on a ici un véritable chef-d'œuvre, un ovni cinématographique dans un Hollywood qui est parfois un peu trop prudent et qui a peur de se mouiller. On a une odyssée sanglante où l'argent règne en divinité. En conclusion, ça c'est du cinéma. Pour l'anecdote, il faut savoir que c'est la première fois que Martin Scorsese réunit à la caméra Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Et autant dire que ça a donné lieu à quelques étincelles puisque DiCaprio adore faire de l'improvisation, tandis que Robert De Niro est quelqu'un d'assez calme, discret et perfectionniste. Et Martin Scorsese a révélé lors d'une interview que Robert De Niro avait été plusieurs fois agacé, de manière bien sûr drôle, par Leonardo DiCaprio qui n'arrêtait pas d'improviser, d'essayer des choses. Pour chaque scène, il aimait papoter, décortiquer les émotions des personnages, etc. Alors que De Niro est en mode juste, mec, arrête de parler, viens on fait la scène et c'est bon. Donc ça donne un duo hilarant et perfectionniste, chacun à sa manière. C'est du bon cinéma comme on aime. Mais j'aimerais ajouter que les Français aussi savent faire du cinéma. En 4e place, je mets Babylone de Damien Chazelle. Hollywood, année 1920, l'industrie est en train de passer du cinéma muet au cinéma parlant, et ce film Babylone suit l'ascension et la chute de quelques personnages de cette époque, Nellie Lawroy et Jack Conrad, à une époque où la décadence et la dépravation sont omniprésentes dans cette industrie. Personnellement, je trouve que Damien Chazelle livre un hommage vibrant et déjanté à la création cinématographique, avec son dernier film un petit peu dans l'esprit de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, mais encore plus déjanté. Visuellement, c'est un régal. Décor époustouflant, costumes d'époque magnifiques et des scènes à couper le souffle avec une Margot Robbie tout simplement dingue qui est au bord de la folie. Vraiment, cette actrice est formidable. On a aussi quelques scènes qui sont un peu trash, j'adore. L'ensemble est captivant, parsemé de moments hilarants. On a une bande son tout simplement divine. Finalement, c'est un film qui ne laisse personne indifférent. C'est un véritable coup de poing cinématographique. Et si vous aimez Tarantino, il y a pas mal de similitudes, donc normalement, vous devrez aimer ce film. Pour l'anecdote, lors d'une interview, Margot Robbie a révélé que pour recréer l'effet de la poudre blanche utilisée dans les différentes scènes de tournage, dans les soirées en particulier, et bien cette poudre a été remplacée par du laxatif pour bébé ou du sucre glace, afin de permettre aux acteurs bien sûr de pouvoir la sniffer correctement. Mais du laxatif pour bébé, d'accord. Bah, j'ai vu que ça contenait beaucoup de vitamine B, donc why not, hein, go en acheter. Mais attention, Margot Robbie prévient que l'expérience n'était pas aussi agréable que cela puisse paraître. Donc finalement, c'est peut-être pas si bon. Merde. Allez, place au top 3 de l'année 2023. En 3e position, mais Spider-Man Across the Spider-Verse, un film signé Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson et Kemp Powers. On a donc la seconde aventure de Miles Morales qui va se retrouver plongé dans le multivers et va rencontrer tout plein de Spider-Man différents qui sont chargés de protéger l'existence. Lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. C'était excellent, j'ai été scotché à mon siège du début à la fin. Je m'attendais pas à être autant surpris. Le premier m'avait plu, mais le second m'a vraiment fait tomber amoureux de cette trilogie, puisque en effet, pendant la production de ce deuxième film, ils ont décidé de le couper en deux, faire un diptyque qui va donc donner lieu à une trilogie. Mais l'humour, l'animation, le scénario, le rythme, les personnages, les références faites aux anciens films, bref, c'est un chef-d'œuvre dans le cinéma d'animation. Les musiques sont folles et nous plongent encore plus dans l'ambiance du film qui est déjà dantesque. Bref, foncez le regarder si vous voulez commencer l'animation. Pour l'anecdote, j'aimerais
parler d'un point qui est assez important, puisque la production du film a mis en lumière les défis et les réalités souvent méconnues du monde du cinéma d'animation. Et sur environ 1000 personnes impliquées, on en a eu une centaine qui a quitté le projet, épuisé par des horaires exténuantes et des modifications constantes, puisque le film a subi plusieurs reports, passant d'abord d'avril 2022 à mai 2023, puis en même temps ils l'ont coupé en deux, ils ont fait le diptyque comme je vous l'ai dit, pour en faire une trilogie. Donc on avait un rythme de travail extrêmement intense, avec des journées de 11 heures, 7 jours sur 7, pendant un an. Et cette cadence a été comme ça jusqu'à la fin de la production, puisque le film a connu 5 révisions majeures quelques jours, semaines avant la sortie du film. Donc je trouvais que c'était important d'en parler pour vous montrer que derrière chaque film, il y a des milliers de petites mains qui sont à l'œuvre, et donc je pense qu'il faut en avoir conscience pour profiter pleinement des œuvres qu'on regarde au cinéma. À la deuxième place, et je pense que ce film en a surpris plus d'un, c'est Godzilla Minus One, un film signé Takashi Yamazaki. Le Japon se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. On a enfin un Godzilla qui revient aux sources, dans un contexte de Japon qui sort de la guerre. Le roi des monstres ne fait pas dans la douceur, et chacune de ses apparitions est destructrice et violente. C'est pour moi l'une des meilleures adaptations de Godzilla au cinéma, avec en prime la musique originelle qui est parfaitement utilisée. C'est un très bel hommage au premier film qui va justement fêter ses 70 ans en 2024. J'ai pris une réelle claque, en plus je l'avais vu en 4DX, et c'est vraiment la meilleure séance 4DX de ma vie. C'était un régal. En plus, pendant la séance, il y a même des gens qui sont tombés de leur siège tellement la 4DX était violente. C'était formidable, franchement j'ai pas les mots. Bref, que du plaisir. Pour l'anecdote, vous pensez que ce film a coûté combien à produire? Il semble légitime d'imaginer qu'un film de cette ampleur implique un gros budget, mais détrompez-vous, puisqu'au départ, on parlait d'un budget de 15 millions de dollars, qui est extrêmement peu face à la qualité du film, mais le réalisateur Takashi Yamazaki a réfuté ces hypothèses en disant « J'aurais espéré que ce soit autant ». Donc ça veut dire que c'est moins de 15 millions, donc ça doit être situé peut-être entre 8 et 12 millions de dollars, 13 millions de dollars. Je sais pas comment ils ont réussi à faire autant d'économies. Alors pour les effets visuels, ça se voit un petit peu que c'est pas parfait, mais au vu du prix, c'est excellent. Il faut savoir que les films américains Godzilla de 2014 et Godzilla 2 de 2019 ont coûté respectivement 160 millions et 170 millions de dollars, ce qui rend l'exploit de Minus One encore plus impressionnant. Dommage que le film n'ait été programmé que 2 jours en France. En tout cas, j'ai eu la chance de le voir et je vous le conseille fortement. On arrive enfin à la première place. Est-ce que vous l'aviez deviné dans les commentaires? Peut-être. En première place, j'ai mis Oppenheimer de Christopher Nolan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant général Leslie Groves Jr. nomme le physicien J. Robert Oppenheimer pour travailler sur le projet ultra secret Manhattan. Oppenheimer et une équipe de scientifiques passent des années à développer et concevoir la bombe atomique. Je salue Christopher Nolan de nous délivrer un très bel hommage à ce génie scientifique qui a marqué l'histoire, en étant non seulement fidèle aux événements réels, mais également en se concentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire Robert Oppenheimer. On connaît Christopher Nolan et il aurait très bien pu nous offrir des explosions dans tous les sens, des scènes pendant la Seconde Guerre mondiale de bataille, des images du fameux largage des bombes atomiques sur le Japon avec les civils qui pleurent, qui sont à l'agonie, mais à la place, Nolan a préféré mettre la lumière sur la source de tous ces événements qui n'est autre qu'Oppenheimer. Et il laisse notre imagination faire le reste. Et c'était formidable. Ce film, c'est 3 heures qu'on ne voit pas passer, des acteurs tous plus excellents les uns que les autres, une photographie aux petits soins et une fin qui fait réfléchir. Pour moi, c'est ça le cinéma, et je remercie Christopher Nolan de nous avoir offert cette dinguerie. Il faut savoir que Christopher Nolan aime le réel, il aime filmer les vraies choses, et donc dans Oppenheimer, eh ben, il n'y a pas, ou en tout cas très peu, d'effets spéciaux numériques. Donc pour l'essai Trinity, qui est donc le premier essai de la bombe atomique, une vraie bombe a été recréée. Alors bien sûr, ils n'ont pas recréé une vraie bombe atomique, ils ont assemblé des petites explosions avec d'autres beaucoup plus grosses qu'ils ont filmées, ce qui donne un résultat époustouflant. Et pour augmenter l'effet, l'idée est d'approcher la caméra au plus près de l'explosion. C'est une technique que la production qualifie de vieille école, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Miaou miaou. Et le son sur Oppenheimer était parfaitement géré, et Ludwig Göransson nous a offert une musique qui restera dans les annales. Voilà, ce top 10 est terminé. J'espère que ça vous a plu. On a eu une année 2023 riche en contenu cinématographique avec des pépites. Et donc je voulais vraiment que cette vidéo serve à se rappeler de ce qu'on a pu voir cette année. Dites-moi en commentaire les films que vous avez vus cette année. Dites-moi aussi ceux que vous attendez pour 2024. Moi, si vous êtes d'accord avec mon classement, j'aimerais beaucoup qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Et puis surtout, si ça vous a plu,
n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo à vos potes, à vos proches. C'était Guigui, merci pour votre écoute, ciao.